Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire sur l'anesthésie ostéocentrale. Je suis Isabelle Ouvrère, technicienne Quick-Shipper depuis 17 ans à la société. Ce webinaire va vous être présenté par deux dentistes référents, le Dr Diaz et le Dr Pitaluga, qui vont vous présenter toute la partie théorique et clinique. Quant à moi, je reviendrai à la fin pour vous parler du Quick-Slipper. Si vous souhaitez recevoir un certificat de participation et le support de la formation, je vous invite à saisir vos coordonnées dans la partie information que vous trouverez à gauche. De même, pendant la présentation, si vous voulez poser des questions, allez dans la rubrique questions et nos conférenciers se feront un plaisir de répondre à vos questions à la fin de cette session. Je vais donc laisser la parole au Dr Diaz pour se présenter et au Dr Pitaluga. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Bienvenue à tous nos participants. Je vois que vous êtes nombreux à être arrivés. Quelques mots de présentation. Je m'appelle Stéphane Diaz, je suis omnipraticien. J'ai été omnipraticien pendant une trentaine d'années et j'ai donc limité depuis quelques années, au bout de 30 années, mon exercice à l'endodontie et à l'implantologie. Je suis un utilisateur de très longue date de l'anesthésie intra-osseuse. J'ai à peu près essayé tous les systèmes sur le marché les uns après les autres. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et je suis toujours un fervent utilisateur de cette technique que j'utilise dans 90% de mes techniques. Je vais maintenant laisser la parole à Barbara Pitaluga qui va se présenter et commencer le diaporama. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui va vous présenter les intérêts de l'anesthésie intra-osseuse. Je m'appelle Barbara Pitaluga et je suis omnipraticienne installée en exercice libéral depuis 25 ans dans les Alpes-Maritimes. Donc l'anesthésie ostéocentrale, pourquoi s'en priver? J'y suis venue moi-même pour mes problèmes d'anesthésie sur les molaires mandibulaires et quand j'ai essayé de chercher une solution, et c'est vrai que l'utilisation de l'anesthésie intra-osseuse depuis 12 ans maintenant a vraiment révolutionné ma pratique. Donc, au niveau du sommaire de ce webinaire, nous allons aborder les techniques classiques d'anesthésie locale. Ensuite, nous verrons le principe de l'anesthésie intra-osseuse, une ou deux vidéos cliniques, et puis comment réaliser une anesthésie intra-osseuse indolore. On terminera par une session de questions. Donc, le Dr Diaz et moi-même déclarons être en relation avec la société Dental High Tech pour laquelle nous intervenons lors de séances d'information et de formation. Alors, au niveau des techniques d'anesthésie locale traditionnelle, on a l'appareil apical, bien sûr, qui va être une infiltration des tissus mous. Elle va fonctionner par diffusion du liquide anesthésique et imprégner les tissus par diffusion de ce liquide anesthésique. On a la tronculaire, qui est donc la locorégionale, l'intraligamentaire, l'intraseptale, l'intrapulpaire, que pour ma part, je n'ai pratiqué qu'une seule fois quand j'étais étudiante et que je me suis jurée de ne plus jamais refaire, et l'infiltration palatine, qui peut être également très douloureuse. Donc ces techniques d'anesthésie locale traditionnelle, elles vont avoir des inconvénients, d'une part pour le patient, mais aussi pour le praticien. Donc pour le patient, on va avoir parfois une efficacité qui sera insuffisante. On peut avoir une douleur à l'injection parce qu'on n'est pas des robots, donc on n'injecte pas forcément à la bonne pression ni à la bonne vitesse. On va avoir un engourdissement des tissus mous qui est le plus souvent inutile, des morsures post-opératoires qui vont être très fréquentes chez les enfants, mais également possibles chez les adultes, et une altération des fonctions, la phonétique et la déglutition, qui peuvent être très gênantes chez les patients, surtout quand ils vont travailler derrière nos rendez-vous. Les inconvénients de ces techniques pour le praticien, ça va être un temps de prise qui peut être long dans certaines situations. Je pense à la tronculaire et à l'appareil apical par diffusion du liquide. Une incertitude sur la prise de l'anesthésie pour la même raison. On sait que le produit va diffuser, mais on ne sait pas exactement comment ni où exactement. On espère que ça va aller vers l'endroit cible. Il peut y avoir besoin d'injections supplémentaires, de rappel.
ça va être compliqué de travailler, c'est même impossible de travailler sur les secteurs 3 et 4 dans la même séance, car il paraît effectivement peu envisageable de faire 2 tronculaires en même temps et de laisser le patient pendant 4 heures avec une anesthésie totale de la mandibule. Et enfin, on va avoir une altération de la mobilité labiale qui peut être gênante dans les traitements esthétiques. Donc l'inefficacité de la tronculaire, en fait, elle a été étudiée et publiée. Divers articles montrent que même si le dentiste effectue un bon geste, on va avoir des échecs qui s'étalent entre 5 et 30% d'échecs de cette anesthésie. Et ce, quelle que soit la concentration du vasoconstricteur et quelle que soit la molécule utilisée. Cette inefficacité de la tronculaire, elle s'explique par des variations anatomiques et la présence de canaux accessoires qui vont dans 95% des cas exister au moins avec un canal et qui peuvent aller jusqu'à 11 canaux accessoires dans certains cas. C'est ce qui explique les échecs de nos anesthésies. Donc au niveau de l'anatomie du système nerveux, on s'aperçoit sur ce schéma que le réseau nerveux au niveau du trijumeau est très complexe et on va avoir des branches provenant du nerf buccal, des branches provenant du nerf lingual, du nerf auriculotemporal et même du nerf myélo-hyoïdien. Sur ces coupes de CBCT, rapidement, on voit la mise en évidence de ces canaux accessoires qui donc peuvent être extrêmement nombreux. Donc en conclusion, on peut dire que les canaux neurovasculaires qui ne proviennent pas du nerf alvéolaire inférieur ne seront anesthésiés que si l'injection se fait directement dans l'os spongieux et donc la solution pour éviter ces échecs sera de pratiquer une anesthésie intraosseuse. Stéphane, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Barbara. Donc, quelques petits mots pour cette. Merci beaucoup pour cette présentation très, très claire, très intéressante. Pour répondre à quelques questions qui sont posées sur le chat, là, dans les différentes questions des participants. Oui, nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous présenter Barbara, qui est quand même beaucoup plus jolie que moi, mais des soucis techniques font que vous entendrez sa voix, mais malheureusement, vous ne pourrez pas la voir ce soir. Je continue la présentation donc pour vous parler de l'anesthésie intraosseuse qui effectivement est une excellente solution pour résoudre les différents problèmes causés par l'anesthésie que nous a posé Barbara et dont j'imagine qu'ils font partie de votre quotidien puisque c'est quelque chose d'assez général. Je suis rentré dans ma pratique sur l'anesthésie intraosseuse grâce à l'endodontie. J'avais un tropisme particulier pour l'endodontie depuis très longtemps, et évidemment à ce titre, et comme tout omnipraticien, j'avais à traiter un certain nombre de pulpites aigus, et après avoir fait quelques fois des tronculaires qui marchaient, mais pas à tous les coups, une deuxième tronculaire, puis une ligamentaire, puis éventuellement, en désespoir de cause, une intrapulpaire. Alors, je suis pas comme Barbara, j'en ai fait un petit peu plus. Néanmoins, je pense que mes patients s'en souviennent encore. En tout cas, moi, je m'en souviens encore parce que c'était vraiment difficile puisqu'on a réussi à anesthésier la pulpe camérale, quelquefois la pulpe radiculaire. Enfin bref, c'était un véritable cauchemar. Donc aujourd'hui, avec l'anesthésie intraosseuse, depuis de nombreuses décennies, j'arrive dans 100% des cas, 99,9, à avoir une anesthésie complète de la pulpe. Et l'anesthésie n'est plus un problème en endodontie, pour la spécialité dans laquelle, évidemment, vous savez aussi bien que moi qu'il y a un certain nombre de difficultés autres. Comme nous l'a dit Barbara, effectivement, avec l'anesthésie intraosseuse, nous nous éliminons l'engourdissement et les morsures des lèvres chez les enfants, parfois chez les adultes, mais surtout, les patients repartent avec souvent, ils me disent, mais comment ça se fait, il n'y a plus d'anesthésie chez le dentiste? Si, il y a une heure, je vous assure, j'ai fait une anesthésie. Et donc, c'est quand même beaucoup plus sympa, les patients recommandent vraiment, quoi. Donc ça nous permet d'obtenir une anesthésie qui est sans stress, puisque à partir du moment où l'anesthésie est bien codifiée pour le praticien et que du côté du patient, il ne ressent pas de douleur,
eh bien, tout va bien, on peut travailler sans stress. Ça nous permet de respecter l'agenda et de respecter les soins programmés. Respecter l'agenda, c'est-à-dire qu'on commence évidemment à l'heure, on passe pas 10 minutes, un quart d'heure à attendre que l'anesthésie prenne, je fais directement mon geste. J'ai 2 minutes à peu près de mise en place de l'anesthésie, mise en place de la DIC, je fais mon traitement d'endo ou tout autre traitement et ça démarre immédiatement. Et donc je peux faire tous les soins qui étaient programmés dans la séance et je peux également, en tant que spécialiste, j'ai moins d'urgence maintenant, mais je pouvais jusqu'à un passé récent gérer mes urgences très rapidement sans évidemment passer du temps à obtenir une anesthésie fiable. Je pense surtout à l'endodontie évidemment. La rentabilité peut finir par être accrue évidemment puisqu'on va gagner du temps et que le temps c'est de l'argent. Et donc on peut aussi travailler avec des rendez-vous longs et cette possibilité prend aujourd'hui tout son sens puisque avec les manœuvres, les procédures d'asepsie que je ne vais pas commenter ici, auxquelles vous êtes tous confrontés, nous allons avoir besoin de passer du temps mort pour chaque patient et plus les rendez-vous vont être longs et on ne peut pas travailler à partir de la semaine prochaine avec des rendez-vous d'un quart d'heure. Donc le fait de travailler en plusieurs secteurs va nous aider. Donc voici résumé les bénéfices de l'anesthésie intra-osseuse. Et donc nous allons rentrer maintenant dans le concept de cette anesthésie. Il y a plusieurs choses, j'ai coutume de parler du triangle de l'anesthésie, et quand je parle de ça, ça veut dire choisir le bon produit. Et derrière le bon produit, on ne va pas discuter de produit, on a une série de webinaires dans lesquels on va pouvoir rentrer un peu dans le détail. Injecter le bon produit, ça va être choisir la molécule, ça va être aussi choisir surtout la bonne concentration de vasoconstricteur. Injecter la bonne quantité, on n'injecte pas une demi-carpule ou une carpule ou 2 carpules à tout le monde, on injecte de toute façon on injecte une quantité qui correspond, qui est dimensionnée à l'acte qu'on va réaliser. Et je vous ai parlé de 2 carpules, mais jamais on fait 2 carpules en anesthésie intraosseuse. L'avantage de l'anesthésie intraosseuse, c'est que la quantité utilisée est toujours inférieure à la quantité utilisée avec les techniques classiques qui comportent un certain nombre d'avantages. Et puis surtout injecter au bon endroit, et là j'en viens aux caractéristiques de l'anesthésie intraosseuse, injecter au bon endroit, c'est où? Quel est le bon endroit? Eh bien si on veut anesthésier la pulpe, on va parler aujourd'hui surtout d'anesthésier une dent, quand on va parler de traitement parodonto ou de traitement implantaire, cette diapositive est moins adaptée, mais en tout cas, on va beaucoup travailler sur les dents pour faire de la resto, du détartrage, et pour faire évidemment de l'endo, on a besoin d'avoir une anesthésie de la pulpe qui soit totale. Et quel est le bon endroit? Eh bien, en toute logique, ça va être la zone périapicale. Évidemment, c'est par là que la sensibilité passe. Donc, plus on va être proche de la zone périapicale, plus on va être efficace. Et comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, de manière très simple, en injectant dans l'os spongieux. Et cette technique, cette idée d'injecter dans l'os spongieux, elle n'est pas d'hier, elle n'est pas d'avant-hier, elle date de plus d'un siècle où quelques médecins, je pense qu'ils étaient médecins, des docteurs Noguet et Cavaroz étaient médecins et ont imaginé une technique qui permettait d'injecter dans l'os spongieux et ils constataient, je ne sais pas avec quel matériel à l'époque, mais que cette anesthésie était complète, immédiate, absolue, qui intéressait à la fois la gencive, l'os maxillaire, le ligament, la pulpe et la dentine. Donc depuis, ça a été étudié sur un certain nombre de publications et on voit très bien ici que l'injection d'anesthésique à l'intérieur de l'os spongieux permet une diffusion de cet anesthésique tout à l'intérieur de ce qu'on a coutume d'appeler la boîte osseuse, qui est en fait ce qui est à l'intérieur des corticales osseuses. Et donc dans l'os spongieux, et en fonction de la quantité qu'on va délivrer, on va anesthésier 1, 2, 3, 4, 5, on peut aller jusqu'à 8 dents avec cette technique-là. Pas avec cette localisation, mais on peut, avec ces localisations, déjà anesthésier plusieurs dents. Voilà, Barbara, si tu veux bien nous décrire le protocole de l'anesthésie. Merci Stéphane. Donc effectivement, au niveau du protocole de l'intra-osseuse, en fait, on va procéder en 3 étapes. Donc on va aller faire une pré-anesthésie au niveau de la muqueuse, on va piquer au niveau de la papille, on va faire blanchir la papille. Ma vidéo n'avance pas. Voilà, pardon. Alors, donc, on va piquer au niveau de la papille et de façon à faire blanchir cette papille. Le but, c'est d'aller anesthésier le périos sous-jacent pour que, quand on vienne faire notre perforation, elle soit indolore.
On vient se mettre avec l'aiguille au sommet du septum, dans un angle de 40 degrés par rapport au plan sagittal. Et là, on va mettre en route la perforation qui va être discontinue pour éviter un échauffement de l'os. Et on aura injection pendant la perforation pour éviter un bouchage d'aiguille. Une fois rentré les 3/4 de l'aiguille, troisième étape, on passe à l'injection et on remplit la boîte osseuse et on imprègne les tissus spongieux et donc on anesthésie les dents. On va donc avoir une diffusion du produit dans les espaces médulaires grâce aux canaux de Havers et aux canaux de Volkmann. Et avec une injection, on aura un effet immédiat, pas besoin de faire de rappel, et on aura l'anesthésie de plusieurs dents. Donc on nous demande souvent si cette anesthésie est possible à pratiquer chez les enfants. Alors oui, bien sûr, elle est possible à pratiquer chez les enfants. Il y a des petites variantes qui seront abordées lors d'un webinar prochainement le 4 juin avec le docteur Lauriane Philippe qui vous expliquera tout ça. Alors au niveau de la clinique, comment est-ce qu'on va mettre en pratique? Donc voilà une vidéo qui montre l'anesthésie d'une cisse du bas. Donc pré-anesthésie de la papille. Je viens faire blanchir ma papille avec l'injection de la muqueuse. Donc, voilà, ma papille a blanchi. Donc là, on va pratiquer une anesthésie ostéocentrale, qui est une variante de l'anesthésie intraosseuse. En fait, on va piquer au centre de l'os, au milieu de la table osseuse. Pour cela, on passe par le sommet du septum, donc 40 degrés par rapport au plan sagittal. Mise en route de la perforation. On accompagne la pièce à main, on ne pousse absolument pas sur l'aiguille, et l'aiguille rentre de façon à aller injecter au cœur de l'os et au plus près des apex. Voilà, on injecte, on remplit la boîte, on voit la gencive qui blanchit, et donc on sait que notre anesthésie se met en place avec le contrôle de la vue. Voilà. Donc là, on pose la pièce à main et on démarre tout de suite le travail parce qu'en fait, l'anesthésie est immédiate. Alors en pratique, quand est-ce qu'on va faire cette anesthésie? On va la faire pour ces fameuses molaires mandibulaires qui nous posent tant de problèmes, pour les pulpites, chez les enfants, pour les extractions, dans les détartrages profonds, en dentisterie restauratrice, pour les implants et pour les séances multisecteurs, en fait, à peu près dans toutes les situations. Maintenant, on va s'intéresser à comment réaliser cette anesthésie intraosseuse de façon indolore. Donc, une anesthésie intraosseuse indolore, ça va être réalisé avec une aiguille spécifique et une injection contrôlée électroniquement. Alors, dans nos cabinets, nous avons des aiguilles standards qui ont un biseau sans pouvoir de coupe. Elles ont un double biseau. L'aiguille Dental High Tech, elle va avoir un triple biseau qui va avoir une fonction scalpel et qui va permettre d'inciser la gencive au lieu de la déchirer. Donc, pour faire la pré-anesthésie, on va mettre le biseau bien parallèle à la muqueuse. On va piquer très superficiellement de façon à ne pas atteindre le périoste et on injectera quelques gouttes de façon à ce que ce périoste soit anesthésié avant qu'on passe à la perforation. Donc Stéphane va vous expliquer pourquoi l'injection électronique est indolore par rapport à l'injection manuelle. En fait, dans une injection, merci beaucoup Barbara, dans une injection manuelle, en fait, la partie la plus délicate, c'est celle qui va se trouver le début de cette injection quand on va mettre quelques gouttes ici. Donc, il y a une partie de la douleur qui peut être générée lorsque l'aiguille arrive sur la muqueuse, et la deuxième partie deuxième façon pendant laquelle on peut générer une douleur, ça va être pendant l'injection. Donc, à la fois, des dispositifs électroniques vont nous permettre d'avoir une injection telle que nous l'a montré Barbara tout à l'heure, goutte à goutte, très lente, juste en posant l'aiguille sur la muqueuse. Ensuite, une fois que ça, c'est la phase de la pré-anesthésie au niveau de la muqueuse. Ensuite, une fois qu'on va avoir fait la rotation, on va avoir fait la rotation, la pénétration, on va voir que la courbe augmente tout doucement ici, ce qui permet vraiment une anesthésie totalement indolore. C'est-à-dire qu'il y a quelques vibrations qui sont ressenties par le patient, mais absolument aucune douleur.
En revanche, avec une aiguille manuelle, donc évidemment piquer la gencive, c'est pas toujours facile d'avoir le bon geste puisqu'on va le contrôler avec son bras, avec son épaule, et être précis avec l'épaule, c'est beaucoup moins facile qu'avec un instrument qu'on va prendre tel un stylo avec 3 doigts et 2 doigts de support. Et puis également, donc une fois que l'injection électronique va être déclenchée, enfin avec l'injection manuelle, la paume de la main n'est pas suffisamment précise et on va injecter par saccade, et c'est ce qui est symbolisé sur la diapositive, sur la courbe grise. Voilà, donc nous vous avons présenté les principes de l'anesthésie intraosseuse. Évidemment, il y a plein de choses à dire encore, mais on a souhaité que ce webinaire soit court. On avait dit 20 minutes, nous sommes à 19 minutes, tout va bien. On a du temps pour répondre à vos questions, et puis on a quelques petites choses à vous raconter aussi sur la suite de ces webinaires. En tout cas, merci beaucoup de votre attention en avance, et lorsque on va vous présenter, on va vous montrer également nos adresses mail, donc n'hésitez pas à nous solliciter, Barbara et moi, par mail pour différentes questions. Concernant la clinique, si vous avez besoin de communiquer avec la société Dental High Tech, vous avez également l'adresse mail. Donc, je vais repasser la parole à, merci beaucoup Barbara, à Isabelle, qui va nous présenter donc. Alors oui, donc différents webinaires sont prévus sur l'utilisation du Quick Slipper dans l'anesthésie ostéocentrale. Donc le 14 mai, vous aurez un webinaire sur l'anesthésie ostéocentrale en omnipratique. Le 28 mai, l'anesthésie ostéocentrale en endodontie. Et le 4 juin, l'anesthésie ostéocentrale en pédodontie. Ok, merci Barbara. Donc nous avons un certain nombre de questions que je découvre en même temps. Donc faut-il mettre un anesthésiant topique au niveau de la papille avant de piquer? Je vais répondre. Si vous voulez mettre un anesthésiant topique, vous pouvez. Si ça rassure le patient et ou le praticien, vous pouvez, mais très clairement, ça sert quasiment à rien. Ça fait bien longtemps que je n'utilise plus ces anesthésiants topiques, puisque avec ce biseau, avec ce que vous a présenté Barbara, la douleur n'existe pas. Il y a juste une toute petite sensation de compression, mais ça n'a rien à voir avec la sensation d'une aiguille qui pénètre. Donc très franchement, non. Deuxième question, y a-t-il un risque de perforer une racine en raison d'un mauvais axe? Alors Barbara, non, il n'y a pas de risque de perforer une racine parce que bon, d'abord le prérequis avant cette anesthésie, c'est d'avoir une radio sous les yeux, donc pour pouvoir jauger en fait l'espace, enfin le volume osseux que l'on a. Donc bien sûr, on vérifie avec la radio et de toute façon, si jamais on s'approche d'une corticale, on va avoir une résistance et un échauffement. Donc le patient peut avoir une sensation d'échauffement désagréable. À ce moment-là, vous savez que vous n'êtes pas dans le bon axe. Donc on change d'axe et on corrige son axe ou son point d'injection. Et en général, ça se passe très bien quand on a la radio sous les yeux. Ok, merci. Donc, on a une question sur les échecs sont-ils dus à la technique anesthésique ou le niveau inflammatoire et l'abaissement du seuil de sensibilité? Alors, j'imagine que ça parle des techniques habituelles. Et oui, évidemment, nous sommes confrontés on peut avoir un problème de technique anesthésique. Et on a aussi le problème de l'inflammation. Lorsqu'on a une douleur, un phénomène inflammatoire aigu, on a un abaissement du pH qui lui aussi va, et l'anesthésique étant lui-même acide, on va avoir quelquefois des difficultés à obtenir une anesthésie. Donc c'est la raison pour laquelle l'anesthésie intraosseuse, avec sa plus grande efficacité, va nous permettre de traiter ces cas-là, et on va devoir choisir aussi on ne va pas le développer ici, aujourd'hui, le site d'injection. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'injecter dans un site inflammatoire et donc avec un pH bas. Donc on va choisir d'injecter à distance dans un os sain avec une quantité et une concentration d'anesthésique suffisamment adaptée. Une autre question, j'ai encore quelques problèmes de nécrose de muqueuse au point d'injection en post-op.
Est-ce parce que j'utilise des carpules de 100 Oui, millième non, c'est pas parce que non, Barbara le problème de nécrose au point d'injection, c'est pas en rapport avec la concentration du vasoconstricteur. Il faut juste en mettre un petit peu moins en fait. Si on est un petit peu trop généreux au niveau de la pré-anesthésie, même avec une carpule au 200 millième, on peut avoir une nécrose au point d'injection. Faut vraiment s'arrêter en fait. Ok. Oui, pardon. Tu veux bien répondre là? Oui, il faut vraiment s'arrêter. Dès que la Non, non, papille je t'en prie. blanchit, on s'arrête. Ça correspond vraiment à quelques gouttes d'anesthésie. On n'a pas besoin d'en mettre plus que ça. Euh, Oui. Tu veux bien répondre à la question suivante, Barbara, s'il te plaît, qui est j'ai souvent un problème de dévissage de l'aiguille au niveau du Quick Slipper 5 et l'aiguille est vissée, mais le dévissage est impossible. Est-ce un Alors problème ça, c'est juste quand au niveau de mon on garde un petit peu matériel? trop longtemps, on maintient un petit peu trop longtemps l'aiguille lors du vissage. En fait, il faut s'arrêter dès que l'aiguille est vissée. Si on continue à solliciter le vissage, en fait, elle va se visser 3 fois et effectivement, elle peut se bloquer et on peut ne pas pouvoir la dévisser avec l'appareil. À ce moment-là, il faut faire un dévissage manuel. C'est pas grave, mais c'est vrai que ça fait une manip manuelle qu'on peut éviter si on s'arrête au premier vissage de l'aiguille avec l'appareil. Ok, super, merci Barbara. Une question très intéressante, comment faire pour anesthésier la racine palatine des molaires maxillaires? Alors effectivement, c'est en technique classique, en technique d'infiltration, de parapicale. Quelquefois, la racine palatine n'est pas anesthésiée. Et avant l'intraosseuse, je faisais quelquefois des infiltrations palatines, des parapicales palatines, et autant vous dire que vous savez aussi bien que nous que c'est douloureux. Certes, ça finissait par être efficace, et on peut là, par contre, générer des nécroses de la muqueuse palatine. L'anesthésie intraosseuse permet une très bonne réponse à cette problématique dans la mesure où elle est due assez souvent à un sinus procident qui va descendre entre les racines vestibulaires et la racine palatine. Une technique que je ne vais pas pouvoir décrire aujourd'hui, mais qui est une technique intraosseuse particulière, qui n'a pas été montrée là en vidéo, est une anesthésie intraosseuse par voie palatine. Donc nous avons une place assez importante, quasiment dans tous les cas, elle est dans tous les cas, entre la racine palatine de la molaire de la 6 et la racine de la 5. Et là-dedans, nous avons un espace osseux dans lequel nous pouvons très facilement, avec une corticale assez fine, injecter en intraosseux et avoir une efficacité immédiate sur l'anesthésie de la racine palatine, que ce soit pour des traitements endodontiques ou pour des raisons ou pour des traitements pour l'avulsion de cette dent-là. Alors, Barbara, concentration de l'anesthésie quand Alors, on a un 100 on peut millième ou un utiliser les 200 deux. millième? L'avantage de l'anesthésie au 100 millième, c'est que on aura, dans certains cas, quand on utilisera du 100 millième, on aura une anesthésie plus longue, et on peut aussi, pour des soins plus classiques, en mettre moins d'anesthésique. Mais c'est vrai que l'anesthésie au 100 millième est possible puisqu'on est au cœur de l'os et qu'on va pouvoir avoir des anesthésies plus longues et plus durables et plus efficaces en cas de pulpite. Ok, super. De toute façon, ces points vont être abordés un peu plus en détail lors du prochain webinaire qui sera l'anesthésie ostéocentrale en pratique le 14 mai. Barbara, on nous informe que certains patients ont décrit des épisodes de tachycardie après une anesthésie intraosseuse. Est-ce un incident ou un Alors ça effet peut arriver indésirable quelquefois fréquent? effectivement. Moi je me suis aperçue qu'en fait plus on en parle, plus ça arrive. Donc j'en ai déduit que en fait on l'a provoqué et en fait maintenant je n'en parle plus du tout et je surveille la jugulaire de mon patient. Si je vois qu'il y a une petite accélération du rythme cardiaque, je leur dis que je l'ai vu, que c'est un effet qui est transitoire et qui va très rapidement passer. Comme ils savent ils voient que je m'en suis aperçue, ça les rassure et effectivement, ça dure jamais plus de 30 secondes. C'est pas vraiment pas un problème. Oui, oui, j'ai exactement la même expérience. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Vous pouvez continuer à poser vos questions dans la rubrique à cet effet. Nous y répondrons de manière différée, mais n'hésitez pas à nous poser un certain nombre de questions. Merci Stéphane. Merci Barbara, merci à tous les participants. Il y a Isabelle qui voudrait dire un petit mot pour des questions pratiques.
à propos du Quick Slipper. Je vous laisse entre les mains d'Isabelle. Merci de votre attention. Bonne reprise à tous. Merci encore. Merci à vous deux pour l'animation de ce webinaire. Je reviens vers vous, chers participants, parce que vous avez traversé actuellement une situation inédite et Dental High Tech a décidé de vous accompagner. On souhaite vraiment vous aider. Et pour ce faire, on va mettre à disposition gratuitement des appareils pour vous, pour que vous puissiez tester cette technique au cabinet, pour peut-être avoir de meilleures anesthésies, pour faire des rendez-vous groupés, pour travailler sur secteur. Voilà, c'est quelque chose qui va être super simple. Vous allez avoir donc à gauche, dans l'onglet documentation, un formulaire à compléter. Donc c'est sans engagement pour vous. Vous complétez le formulaire, on vous enverra donc un appareil neuf avec tous les supports de formation, mais aussi vous aurez un accompagnement personnalisé de la part de personnel Dental High Tech et nos dentistes référents qui vont être là aussi pour prolonger, suite à ce webinaire, l'accompagnement. Donc, allez compléter ce document si vous êtes intéressé, bien sûr, et on est là. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et bon courage pour la reprise. À très bientôt.